Bonjour, je suis le docteur Anselme Billot, je travaille à la clinique du sport à Bordeaux. Je suis chirurgien orthopédie spécialisé en épaules et j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai, après le bac, fait une prépa, maths sup, maths spé, puis j'ai intégré l'école polytechnique, j'ai donc un diplôme de l'école polytechnique, ce qui m'a permis d'intégrer la médecine en troisième année. Et ensuite, j'ai suivi un cursus classique de médecins et qui m'ont amené aujourd'hui à de la chirurgie. Je vais vous parler de Bancarte. Alors, c'est vrai que pour un chirurgien français, de parler de Bancarte, c'est un petit peu atypique. Et cette histoire, elle remonte surtout après mon clinica. C'est-à-dire que j'ai été PH à l'hôpital de Pau et c'est le moment où j'ai pris mon indépendance. Et en prenant mon indépendance, j'ai eu beaucoup de patients d'instabilité, bien sûr, sportifs. Et je me suis posé la question de d'où venait notre pensée unique sur la butée. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une époque où, effectivement, curieux, j'ai commencé à beaucoup lire sur le sujet, à lire des bouquins, et quand vous faites ça, vous tombez sur beaucoup de littérature anglo-saxonne. Et la littérature anglo-saxonne, elle pense pas du tout comme nous. Et c'est cette distinction quand même impressionnante entre le monothéisme français autour de la butée pour traiter l'instabilité antérieure et eux, à l'inverse, un monothéisme autour du Bancarte qui pose franchement question. Comme souvent, la réponse elle est un petit peu entre les deux et c'est en fouillant la littérature que je me suis fait mon propre avis. Et donc pour un chirurgien français, je pense que je réalise beaucoup plus de Bancarte que la moyenne. Je suis pas au point des anglo-saxons, mais j'en réalise plus que la moyenne. Et alors, ce qu'on peut dire sur le Bancarte, d'une part, c'est que Bancarte c'est un chirurgien anglais à la base, début du XXe siècle, et que la Target c'est un chirurgien français. C'est probablement ça qui fait que nos deux chapelles sont restées chacune de leur côté, et que le Bancarte donc s'est beaucoup ensuite développé dans les pays anglo-saxons, donc les Américains, mais aussi tous les pays sous influence américaine, donc en particulier les Japonais. Et quand vous regardez la littérature, les plus beaux papiers sont souvent, ceux qui m'ont le plus impressionné à l'époque, qui étaient les papiers japonais, Sugaya en particulier, qui avait travaillé sur les Bancartes osseux. Je vais en parler juste après des Bancartes osseux et de leur réinsertion sous arthroscopie. Mais donc les Japonais que je suis allé voir, en fait, je me suis rapproché du docteur Sugaya à, à Tokyo. Et donc je suis allé passer, ça c'était 2017, passer une semaine avec lui pour regarder comment ils faisaient leurs bancartes en me disant, à la base c'était ça, c'est en me disant, est-ce qu'on les fait bien, ils en font beaucoup plus que nous, comment ils font. Tout ce que je raconte en fait là, c'est que ça a influencé à la fois mes indications, c'est-à-dire que j'ai fait un peu moins de butées que la moyenne, j'en fais quand même en majeure partie pour traiter mes instabilités, mais j'ai poussé les indications, c'est-à-dire que dès que j'avais pas de lésion osseuse, je faisais, parce que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, je faisais des bancards. Donc ça m'amenait à faire 30-40% de bancards, je pense, sur mes instabilités. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu modifié mes indications, poussé un peu plus mes indications de bancards, et en parallèle, j'ai surtout, je me suis fait inspirer par les techniques japonaises. Les Japonais, ce que j'ai surtout remarqué, c'est qu'ils faisaient une grande libération de toute la brome, toute la capsule antéro-inférieure, ce que vous verrez sur la vidéo après. Et pour aller chercher le point le plus inférieur de la capsule, donc autour de 5-6 heures, ils utilisaient une pince classique d'arthroscopie, qui est la pince de Caspari, qui est une pince qui permet simplement d'attraper des tissus, et puis ensuite, avec l'aiguille, de passer le fil, et ensuite on amène une autre pince pour attraper le fil. Donc ça, déjà, c'était un point beaucoup plus simple que d'utiliser des crochets, d'utiliser des passe-fils, parce qu'en pratique, quand on se met à faire du bancard, on se rend compte que c'est pas très simple les premières fois où on en fait sur arthroscopie. Et donc, grande libération. Maintenant, si on reparle un petit peu d'indication de bancarte, parce que c'est souvent la question qui se pose finalement, c'est quand est-ce qu'on fait un bancarte, quand est-ce qu'on fait une butée. Il faut revoir l'histoire du bancard arthroscopique. C'est très critiqué bien sûr et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que dans les années 90, quand on a commencé à faire du bancard, on n'a pas trié les patients. On a pris tous les patients qui avaient de l'instabilité antérieure en se disant c'est génial, on a une chirurgie arthroscopique hyper simple qui va éviter de faire des butées. Sauf qu'en prenant tous les patients, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de récidives parce qu'on ne triait pas ces patients, on posait des indications pour tout le monde sans regarder les lésions osseuses, etc. Et donc il y a des séries catastrophiques, il y a plus de 50%
de taux de récidive. Là-dessus, dans les années 2000, Pascal Boileau a sorti le score ISIS. Alors moi, je suis de cette époque-là, c'est-à-dire quand j'étais interne, on parlait énormément du score ISIS. C'est-à-dire qu'il fallait sélectionner les patients en fonction des lésions osseuses visibles à l'imagerie, puis le sport, et puis la laxité, etc. L'âge aussi. Et ça, donc, on a maintenant du recul là-dessus. Ça ne permet pas d'obtenir des taux de succès et empêcher les récidives tant que ça. Enfin, si, ça marche, mais on a toujours un taux de récidive à 20%. Ce qui est trop quand on le compare à la butée, qui est aux alentours de 5%, on va dire. Et puis, dans les années 2010, et on en parle encore, ce sont l'analyse plus fine des lésions osseuses et de leur interaction, donc le glénoïde tract. Et ça, ce sont surtout les Japonais qui ont travaillé là-dessus. Ce qu'on voit, c'est quand on gère vraiment mieux les lésions et leur interaction, et qu'on prend des lésions qui sont on-track, et qu'on fait des bancartes là-dessus, on a des taux de récidive qui arrivent autour de 5%, et là-dessus, il commence à y avoir pas mal de littérature aussi. Donc on voit bien qu'en indiquant bien nos bancartes, en sélectionnant bien les patients, c'est une chirurgie qui marche. Donc ça, c'est mon premier avis, c'est-à-dire qu'on peut en faire et on a des bons résultats et on peut être confiant. Mais il faut bien faire attention à qui on va faire des bancartes. Donc ce qu'on voit, c'est que, et là-dessus, aujourd'hui, il y a de la littérature et du recul sur ça, c'est-à-dire quand on gère bien les lésions osseuses, avec le glénoïde tract en particulier, on arrive à des taux de récidive qui sont tout à fait raisonnables. Et donc, on peut proposer cette chirurgie pour stabiliser des patients en les sélectionnant vraiment, en faisant attention à les sélectionner. Et donc ça, c'est une première chose sur l'indication du bancarte. Maintenant, il y a tous les cas, et moi, c'est ça que je vois dans ma pratique, c'est-à-dire qu'il y a tous les cas où on est un petit peu entre deux. Tous les cas, par exemple, de patients un petit peu plus âgés, qui se sont luxés l'épaule, qui ont une rupture de coiffe et qui ont une lésion d'instabilité. Vous allez les opérer pour réparer la coiffe de rotateur sur l'arthroscopie. Vous allez aussi en profiter pour stabiliser et faire un geste sur le labrum. Et donc là, vous êtes amené à faire un bancarte arthroscopique. Tous les patients qui ont des lésions labrales complexes, des instabilités douloureuses en particulier, avec des lésions labrales parfois circonférentielles, des slap lésions, des patients qui ne se plaignent pas tant d'instabilité, mais plutôt de douleur ou de gêne fonctionnelle, qui n'ont pas tant de lésions osseuses que ça souvent. Ces patients-là, cette catégorie-là, on va plutôt, à mon sens, leur proposer un bancarte arthroscopique. On va réparer les lésions, gérer une slap lésion, ce que la butée ne permettra pas de faire. Tous ces cas-là sont intéressants. Et si on dérive et qu'on va vers l'instabilité postérieure, vous savez que l'instabilité postérieure, c'est l'inverse de l'instabilité antérieure. Devant, on fait beaucoup de butées, derrière, on fait beaucoup de bancartes. Donc, dans votre pratique, vous allez être amené à faire des bancartes. Ce que j'essaye de dire là, c'est qu'il faut se former. Et en France, on a tendance à se dire, je vais tout faire avec la butée, donc le bancarte arthroscopique, ça ne m'intéresse pas. Mais il faut se former parce que c'est pas si simple, qu'il y a quand même des choses à apprendre. Et qu'une fois qu'on sait les faire, on est à l'aise pour gérer ces patients dont je vous ai parlé, et puis gérer de l'instabilité postérieure. C'est mon avis sur pourquoi il faut faire et apprendre à faire du bancarte arthroscopique. Donc maintenant passons à la technique. Le cas que je vais vous présenter en vidéo est le cas d'un patient d'une quarantaine d'années qui a eu un épisode d'instabilité et qui conserve plusieurs mois après une instabilité douloureuse antérieure avec un armé positif douloureux soulagé par le test de recentrage. Un cas vraiment typique d'instabilité antérieure douloureuse avec des images aussi typiques, c'est-à-dire que c'est un patient qui a une lésion de bancarte isolée, qui n'a pas de lésion osseuse, et donc à mon sens là une indication idéale de bancarte. En décubitus latéral, la voie d'abord optique est postérieure, ce qui va permettre, ici on le voit, d'examiner les lésions avec une lésion labrale antéro-inférieure type bancarte et pas d'autres lésions dans ce cas. Je repère à l'aiguille par l'intervalle des rotateurs une bonne direction pour pouvoir accéder à la lésion, puis j'ouvre copieusement cet intervalle puisque je n'utilise pas de canule, donc à la lame froide et complété ensuite par le bistouri électrique. C'est important sans canule d'avoir un accès simple jusqu'à l'articulation. Là je viens palper la lésion de bancarte et ensuite j'utilise cet instrument qui est un ostéotome de 9 mm qui a l'avantage d'avoir un manche très costaud, très solide et donc de ensuite pouvoir manœuvrer facilement pour décoller ce labrum. Je le trouve beaucoup plus efficace que les râpes ou les outils présents dans les boîtes habituelles. Et donc ce que je fais, c'est que je viens décoller le labrum au niveau de la lésion, puis je remonte vers 3 heures, ce que vous avez vu, et ensuite tout doucement je viens le décoller jusqu'à 5 heures, 6 heures, voire plus parfois, en fonction des cas. Plus il y a de laxité, plus les lésions sont importantes,
plus je souhaite de stabilité et plus je vais aller en arrière. Ensuite, je décolle donc ce labrum jusqu'à visualiser le muscle sous-scapulaire, mais surtout le plus important, c'est d'avoir une bonne laxité de l'ensemble de la capsule antérieure, comme vous le voyez là, afin de passer ensuite les points où on veut et de réaliser une retention capsulo-ligamentaire satisfaisante. Ensuite, j'utilise ici une fraise pour retirer une petite languette de cartilage au bord antéro-inférieur de la glène, retirer un peu de cartilage jusqu'à l'os sous-chondral afin d'avoir une zone de cicatrisation os-labrum. C'est un geste qui est vraiment pas très simple à réaliser, prudence surtout pour ne pas augmenter les lésions, et il faut le faire si vraiment vous vous sentez en confiance, sinon vous appliquez les fils directement sur le cartilage. Ensuite là j'utilise une pince automatique. L'intérêt de la pince automatique, c'est la simplicité, la reproductibilité du geste, et comme vous l'avez vu, ça permet d'aller très loin en bas. Là je suis à 5 heures, 6 heures, on peut aller encore plus loin en fonction de l'importance de la retention que vous voulez faire. Une fois que le fil est placé ici à 6 heures, je vais utiliser une première angle qui est quasiment toujours au même endroit, vers 5 heures ici. Elle est appliquée au ras du cartilage, et donc là on me voit réaliser le tunnel. Une fois que le tunnel est placé, je descends une ancre sans nœud, et puis en gérant comme ça la tension du fil, on va venir insérer l'ancre pour verrouiller le premier point antéro-inférieur. Là déjà on voit qu'il y a une retention ligamentaire qui a été réalisée et la tête de l'humérus qui est remontée au moment de la réinsertion. Ensuite je passe un deuxième fil aux alentours de 4-5 heures, assez bas. L'objectif est d'attraper un maximum de bandelettes antérieures du ligament glénoméral inférieur. On la sent surtout, cette surépaisseur. On la voit d'ailleurs, je crois, ici, voilà, entre les deux fils, on voit une surépaisseur qui correspond à cette zone ligamentaire. Et puis, un tunnel est réalisé 1 centimètre au-dessus du premier point. Ensuite, c'est la même chose, on descend l'ancre en gérant la tension du fil pour pouvoir réinsérer donc, tout l'appareil glénoméral inférieur. Ces 2 points sont les plus importants. Le troisième point, il vient là s'appliquer au niveau du ligament gléno-huméral moyen. J'utilise toujours la pince, si je peux, mais sinon c'est un geste que j'aurais pu réaliser à la cleaver ou avec un autre instrument. Et là, environ 3 heures, je réalise le dernier tunnel. Puis je descends l'ancre. Là, vous avez vu, je l'ai descendu un petit peu plus bas et en serrant le fil, ça m'a permis d'attraper un petit peu plus de tissu et de capsule avant de venir verrouiller le point et l'encre au niveau du tunnel. Là, l'intervention est terminée. C'était un petit bancarte, entre guillemets. 3 encres suffisent, à mon sens. On pourrait en rajouter en fonction des besoins. Ce qu'on a vu, c'est par voie postérieure, et ce qu'on confirme ici par voie antérieure, une retention capsulo-ligamentaire qui est bonne, et puis un néolabrum qui est reconstitué afin de stabiliser autant que possible et de réparer cette lésion. Alors, les points clés d'une chirurgie de stabilisation type bancarte arthroscopique sont, bien sûr, l'installation. Enfin, j'installe mes patients en décubitus latéral. Si on est en décubitus latéral, il faut absolument avoir un appareil qui permet de décoapter l'articulation. En décubitus latéral, on a la traction qui permet de dégager l'espace sous-acromial, mais pour aller en gléno-huméral et accéder à l'articulation, il faut quelque chose qui va décoapter. Et si vous ne voulez pas que votre tête passe son temps à décoller la tête de l'humérus, vous avez vu, il y a différents systèmes de potence qui permettent de décoapter l'articulation. Très important. Et ça, il faut bien la régler, prendre ses habitudes au début pour qu'elle soit bien positionnée, qu'elle vous aide bien au moment où vous opérez. Alors l'autre chose, c'est quand on opère en décubitus latéral, initialement, et c'est les Américains qui ont décrit la technique du bancarte en décubitus latéral. Moi, je l'opère. J'ai appris à opérer en demi-assis, donc j'ai toujours gardé ma façon de travailler en regardant l'épaule de côté comme ça. Mais la technique originale, c'est d'inverser. Et donc, si vous apprenez, ça peut être intéressant d'apprendre comme ça, c'est-à-dire de se mettre à la tête du patient. C'est extrêmement confortable en décubitus latéral parce que vous pouvez accéder directement, l'épaule est devant vous. C'est-à-dire que sur la vidéo que vous avez vue,
il faut prendre la place de la caméra. Et si vous êtes à la place de cette caméra, eh bien, c'est très simple. J'ai plusieurs collègues qui font comme ça. Maintenant, si vous le faites en demi-assis, c'est possible aussi. Il n'y a pas de difficulté pour le faire en demi-assis. Donc, chacun fait comme il a envie. Ensuite, voie d'abord postérieure optique classique, pas de souci. Mais la voie d'abord antérieure, celle-ci, elle est très importante. C'est pour ça que je repère à l'aiguille. Et surtout, je vais repérer à l'aiguille que l'axe de mes instruments va être simple pour pouvoir accéder au labrum avec une ondulation qui va me permettre de faire mes tunnels, de mettre mes ancres, mais aussi de descendre assez bas pour aller chercher les points les plus inférieurs à 5-6 heures. Ça, c'est le repérage de l'axe et du point d'entrée. Deuxième point très important sur la voie d'abord antérieure, vous avez vu que j'utilise que 2 voies d'abord, je ne les multiplie pas, j'en ai qu'une et qu'elle va passer par l'intervalle des rotateurs. Soit vous utilisez une canule, ça marche très bien, il n'y a pas de souci, on est un petit peu plus contraint bien sûr, mais ce que je fais c'est de ne pas avoir de contrainte, donc de laisser la voie d'abord antérieure sans canule. Mais si vous faites ça, il faut absolument dégager complètement l'intervalle des rotateurs pour être très très libre, passer les instruments, qu'il n'y ait pas les fils qui s'attrapent les uns avec les autres et pour y soyez embêtés. Donc ouvrir largement l'intervalle des rotateurs. Point clé, c'est la libération capsulo-ligamentaire et le labrum. Vous avez vu, je suis allé de 3 heures à 6 heures. Le plus important, c'est d'aller très loin et de ruginer la glaine antérieure, la glaine antéro-inférieure, pour que tout soit vraiment libre. Il ne faut pas hésiter, il faut prendre le temps. Ça, c'est un temps qui est hyper important jusqu'à que ça soit complètement souple, complètement mou, que vous puissiez manipuler cette capsule librement, placer vos points et réaliser la retention, ce qu'on appelle en anglais le capsular shift, qui va vous permettre de retendre toute la capsule antérieure. Donc ça, c'est un temps qui est très important et il faut le faire minutieusement. Ensuite, passage du point le plus inférieur, ça c'est un autre point clé, il faut aller le chercher très bas. Prenez vos habitudes avec les instruments que vous voulez. Moi je recommande la pince parce qu'elle est très efficace pour aller chercher 5 heures, 6 heures, voire les japonais qui vont quasiment jusqu'à la bandelette postérieure du ligament glénoméral inférieur pour aller réaliser vraiment ce shift complet de la capsule. Donc ce premier point, il est essentiel. Finalement, c'est les 2 premiers points qui ont, qui ont un rôle mécanique sur la stabilisation. Le reste, c'est que de la réinsertion là-bas. Donc prenez le temps de passer ce premier point et une fois que vous êtes satisfait, de mettre votre premier ancre aux alentours de 5 heures. Un autre point clé, une fois que vous avez donc, pris votre labrum le plus inférieur, inséré la première ancre, vous avez vu que ce que je fais à chaque fois, c'est un fil, une ancre et j'avance au fur et à mesure. L'intérêt de ça, c'est d'éviter de commencer à mettre plein de fils dans l'articulation et ensuite de s'emmêler les pinceaux et d'en avoir partout. Donc moi je fais la même chose pour mes coiffes, mais pour le bancard je préconise la même chose, c'est-à-dire on passe le fil, on met une encre et on avance. L'alternative c'est de mettre des encres avec 2 fils, mais là déjà on s'embrouille un petit peu, il faut ça s'en mêle, etc. Ça je pense que le plus simple, le plus reproductible, le plus efficace. On peut discuter du matériel. Donc au début de ma pratique, j'ai appris comme j'avais vu faire et avec du matériel qui était proposé par les laboratoires. Et en particulier les passe-fils à 45, à 90 degrés, les cleavers, j'en ai essayé plein. J'ai essayé aussi de faire des voies d'abord postérieures pour glisser une aiguille, comme j'ai vu faire aussi, et aller récupérer la bandelette postérieure ou des points à 6-7 heures avec des fils relais, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué que la pince automatique. J'insiste là-dessus parce que quand vous serez sur vos premiers bancards, la pince automatique, c'est quand même reproductible et facile à faire. Et il faut surtout, la pince automatique, glisser le mort inférieur de la pince automatique sous le labrum et ensuite pincer, pas l'inverse, pour que l'aiguille ressorte dans l'articulation. Et le matériel, donc c'est pareil, j'ai utilisé plusieurs encres. Au début, j'avais des encres filaires, donc je mettais l'encre et j'avais le fil. Ça oblige soit faire des fils relais, soit utiliser une pince ou un autre instrument, mais entre deux, on peut s'être emmêlé les pinceaux et donc on est embêté pour démêler ou par des problèmes de parties molles, de muscles, de deltoïdes qui seraient pris au moment où vous avez passé vos instruments. Donc le plus simple, c'est quand même le fil libre. Et ensuite, il y a l'autre question aussi qu'on peut aborder, c'est le nombre d'encres. Le nombre d'encres, c'est au minimum 3 encres. Mais en fait, ça, si vous avez 2 points clés en bas qui tiennent bien, le reste, ça vient en fonction de vos besoins. C'est mon avis. L'autre question qui est souvent posée, c'est les encres filaires. Les encres filaires, j'en ai utilisé. Je ne connais pas aujourd'hui ce qui est sur le marché, mais les encres que j'ai utilisées à une époque, c'était du 0, pas du fil 2, donc quand même nettement moins costaud, nettement moins solide. Et surtout, ce qui m'arrivait souvent, c'est-à-dire chez des jeunes avec des glaines très très costauds, un os solide, c'est que vous faites le tunnel. Donc très bien, vous avez des tunnels tout petits, vous dites que vous économisez de l'os, et puis ensuite vous glissez l'encre filaire dedans,
Et une fois que vous tirez dessus, l'encre filaire, comme l'os est très dur et que le tunnel est très dur, elle se déploie pas. Et donc elle rentre et elle ressort comme elle est. Et ça, vous vous en rendez pas compte tout de suite. C'est-à-dire que vous mettez l'encre, vous avez l'impression qu'elle tient, mais en fait, elle s'est pas déployée. Vous passez vos fils et puis vous revenez, vous avancez dans votre pancarte et vous revenez, vous voyez que ça s'est desserré et que le fil tient moins parce que l'encre, elle a reculé ou qu'elle s'est déployée tardivement. Enfin, ça, c'est mon expérience. J'ai eu plusieurs soucis avec. Donc les encres à presse-fit, comme celles que j'utilise, ou toutes ces encres à impacter, ça tient fort dans de l'os qui est un peu dur et c'est pas mal. Et l'autre raison pour laquelle il est intéressant d'apprendre à faire du bancart, c'est que on voit bien que le bancart n'a pas fini de faire parler de lui. On voit quand même une évolution sur les années qui viennent de s'écouler sur du bancart plus. Philippe Collin, avec la DAS technique, fait un bancart. Est-ce que c'est une DAS plus bancart ou c'est un bancart plus DAS? On peut se poser la question. Mais les bancartes plus quelque chose montrent aujourd'hui que on augmente les résultats et qu'on a des stabilisations qui sont très efficaces. Donc bancarte plus DAS, bancarte plus remplissage. On a encore des papiers et des revues de littérature qui sont des méta-analyses qui sont sorties avec des résultats qui sont tout à fait comparables à ceux d'une butée. Entre les mains, je suis d'accord, de chirurgiens qui ont l'habitude de le faire. Mais ça marche, ça reste une option très intéressante. Des bancartes plus, et les Japonais travaillent là-dessus sur de l'apport d'implants qui viennent augmenter la glaine antéro-inférieure. Les bancartes plus réinsertion de bancartes osseuses, c'était un des sujets aussi sur lesquels je voulais intervenir. C'est-à-dire que quand vous avez un bancart osseux avec une grosse perte de substance osseuse antéro-inférieure, puis un fragment osseux qui est déplacé. Ça, ce sont les Japonais qui ont montré ça. Vous pouvez le réinsérer sous arthroscopie et l'intégrer dans votre réinsertion de bancart, même en chronique, et ça consolide avec des taux qui sont bons. En tout cas, les résultats sont bons. Et donc là, vous avez fait un bancart plus bancart osseux. Vous avez reconstruit la glaine. On peut se poser la question, j'ai plein de cas comme ça, où vous avez des pertes de substance de 15-20%, des gros bancards osseux. On se dit, pourquoi opérer, réséquer, retirer ce bancard osseux ou le mettre de côté pour mettre une butée à la place, alors qu'ils ont quasiment la même taille, plutôt que d'utiliser pour réinsérer les ligaments et puis reconstruire d'un point de vue osseux la glaine. Les bancards plus remplissage, pour en parler, je pense que c'est surtout une histoire d'habitude. Moi, quand j'ai une grosse encoche, je fais pas de bancart remplissage, je fais une butée et je suis très content des résultats et je reste aussi français dans l'âme, donc ça me convient très bien. Maintenant, comme je disais, il y a quand même beaucoup de séries et de résultats dans la littérature qui montrent que ça marche très bien et que ça reste une excellente option. Donc aujourd'hui, je me garde ça surtout en option numéro 2 en cas d'échec de butée. C'est là où je vais venir faire des remplissages. C'est quasiment ma seule indication aujourd'hui. Ce que j'aime pas dans le remplissage, c'est qu'on vient, même s'il n'y a pas de gros problèmes rapportés dans la littérature, j'ai quand même des cas rapportés en discutant avec les uns et les autres de rupture secondaire du sous-épineux. Et quand vous perdez le sous-épineux à 22 ans, je pense que c'est une catastrophe pour la suite. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est de venir traverser un muscle qui est fondamental pour l'épaule. Je vois quand je suis en formation ou que je laisse faire, le plus difficile, c'est quand même d'attraper le labrum antéro-inférieur, même avec une pince. Une fois qu'on a passé le fil, le reste, ça déroule. C'est le premier point antéro-inférieur. La pince, quand on n'a pas trop l'habitude, on ne sait pas bien comment l'amener, comment la positionner. Il faut jouer un peu en pronosupination avec la main pour venir se glisser. Et puis, voilà, techniquement, il y a une petite gestuelle qui à ce moment-là, il y a une petite courbe d'apprentissage sur ce geste-là. Donc le message que je délivrerai et qui me semble le plus important, c'est apprenez à bien les faire. Parce que comme on l'a dit, il y a une petite gestuelle technique, il faut savoir se guider pour que cette chirurgie soit facile, soit reproductive pour vous. Donc il faut apprendre à les faire, il faut venir au labo d'Anat, aux formations qu'on organise avec certains labos qu'on a fait à Bordeaux ou avec l'ASFA. Venez pour apprendre à faire du bancart. Ça vous servira. Et puis en dédramatisant cette intervention qu'on voit souvent peu en France, vous serez plus à l'aise ensuite vous serez plus à l'aise ensuite pour poser des indications et puis vous sentir bien le jour où vous êtes au bloc.